centre de référence Génopsy Dijon a ouvert en janvier 2024. Au niveau de nos missions, on a principalement des missions d'évaluation avec une équipe pluridisciplinaire noyau. Donc on a une référente socio-éducative qui fait un bilan initial avec un bilan adaptatif. Ensuite, on a un bilan neuropsychologique complet avec une évaluation neurocognitive et de cognition sociale et une évaluation ergothérapeutique avec un bilan moteur et sensoriel. Et ensuite, on a une consultation psychiatrique ou pédopsychiatrique en fonction de l'âge du patient, puis une synthèse pluridisciplinaire et une restitution à la famille. On va aussi avoir des missions de suivi avec de la remédiation cognitive pour le moment en individuel, un projet d'éducation thérapeutique dont Marie-Noëlle vous a parlé tout à l'heure, et de la guidance parentale, notamment avec les groupes Barclay. Et évidemment, on a aussi tout ce qui est mission de formation, recherche, etc. Par rapport, du coup, à l'évaluation, donc on a cette équipe noyau et on peut aussi faire appel à d'autres professionnels qui vont venir compléter les évaluations en fonction des besoins du patient. Donc on a des assistantes sociales, orthophonistes et enseignants en activité physique adaptée. Et maintenant, je vais me taire et laisser parler Théo. Merci. Du coup, bonjour à tous. Je crois que je vais parler comme ça, je vais parler fort, on m'entendra peut-être mieux. Merci déjà pour l'invitation. Je vais vous parler du coup moi de la partie activité physique adaptée. Je vais essayer d'être rapide et concis pour que tout le monde puisse avoir son train à l'heure. Alors, sur la partie activité physique, ça va marcher. Ça ne va pas. C'est bon. Voilà. Du coup, déjà, pour recontextualiser un petit peu, qu'on ait un petit peu les bons termes en tête. Déjà, il va falloir bien avoir en tête que par activité physique, on va comprendre dedans le sport, mais ce n'est pas que ça. L'activité physique, c'est vraiment tout ce qui va amener une dépense énergétique. C'est n'importe quel mouvement au niveau du corps qui va amener une dépense énergétique. Donc, dans l'activité physique, on va pouvoir prendre en compte aussi, si par exemple, j'ai un métier qui est physique, si je vais par exemple me rendre à mon travail plutôt à pied, à vélo, si j'ai une activité sportive, effectivement, en club, si je jardine, si je bricole, etc. Tout ça va être pris en compte. Alors après, on va voir après au niveau des recommandations, il y aura un intérêt notamment sur l'intensité et le type d'effort, mais il faut déjà avoir ça en tête. Donc, je précise parce que le sport, souvent, surtout au niveau des patients, c'est un mot qui peut faire peur parce que derrière le mot sport, il y a souvent le mot performance et on est souvent face à des personnes qui nous disent faire du sport, c'est plus possible, soit j'ai plus l'âge, soit j'ai plus la condition physique pour. Déjà, pour rassurer un petit peu à ce niveau-là et leur faire comprendre qu'on va parler simplement d'activité physique et qu'après, on va pouvoir adapter selon leurs besoins, leurs pathologies. Et aussi avoir en tête qu'il y a deux autres notions à comprendre et à connaître, c'est la sédentarité et l'inactivité physique. L'inactivité physique, ça va vraiment être le fait de ne pas pratiquer au niveau recommandé. On va voir après les recommandations, mais du coup, ça ne va pas être la même chose que la sédentarité. La sédentarité, c'est le temps que je vais passer, le temps total dans la journée, en position assise ou allongée, sans compter les moments de repas et la nuit. Mais tout le reste, ça va compter. Donc, par exemple, le temps qu'on va passer assis dans le train ou dans la voiture pour aller ou dans le bus au travail, le temps qu'on va passer assis, par exemple, dans le cadre du travail et autres, tout ça, ça va être comptabilisé. C'est important de l'avoir en tête parce qu'on va avoir des recommandations liées à l'activité physique, mais aussi des recommandations liées à la sédentarité. Parce que même si je suis quelqu'un d'actif, je vais pouvoir pallier, mais pas complètement, les effets de la sédentarité. Ce qui va donner justement les 4 profils que vous pouvez voir ici sur le côté, sur le schéma, c'est que je peux très bien être actif et non sédentaire. Donc ça, c'est le mieux, on va dire. On peut être actif et sédentaire. Donc par exemple, moi je suis quelqu'un d'actif et sédentaire parce que je passe beaucoup de temps assis malheureusement dans la journée dans le cadre du travail, mais je vais faire beaucoup de sport en dehors. On peut être inactif et non sédentaire. Par exemple, des gens qui sont debout toute la journée, comme des laborantins ou des personnes qui peuvent travailler derrière un banc, qui vendent des fruits et légumes ou autres, par exemple. Et puis on peut être inactif et sédentaire, ça c'est le pire profil, donc c'est que je ne fais pas suffisamment d'activité physique et en plus de ça, je suis souvent assis. Ensuite, du coup, au niveau des recommandations. Donc là, je vous ai mis un petit tableau synthétique tiré de l'ONAPS, où déjà on peut remarquer qu'au niveau des recommandations, vous en avez plusieurs en fonction du coup des tranches d'âge. En fonction de notre âge, on ne va pas avoir les mêmes recommandations. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que déjà quand on a entre 5 et 17 ans, c'est au minimum 1 heure par jour d'activité physique, d'intensité modérée à soutenue,
et au moins 3 fois par semaine, des intensités plutôt d'endurance soutenue et qui vont solliciter aussi le système musculo-squelettique. En gros, courir, sauter, ramper, etc. Pour avoir un peu un ordre d'idée. Quand on va passer à l'âge adulte, là, on va être plutôt sur d'autres recommandations avec des quantités moindres, qui va être 150 minutes d'activité physique, donc 2h30 à intensité modérée, ou alors 2 fois moins, 75 minutes à intensité soutenue ou une combinaison des deux. Ça, c'est les recommandations minimales, mais on peut largement aller au-delà. On peut aller jusqu'au double sans problème. Après, des fois, en fonction de la condition des personnes, bien sûr, et de la pathologie, il faudra faire réévaluation pour voir si on ne tombe pas sur du surentraînement. Il faut garder en tête, c'est qu'au niveau de l'activité physique et de sa durée, on n'est pas obligé de la faire forcément d'un coup, cette heure pour les enfants ou ces 30 minutes pour les adultes dans la journée. On peut tout à fait la découper par minimum bloc de 10 minutes. En fait, que l'on fasse 3 fois 10 minutes, par exemple, de la marche à différents moments donnés dans la journée, ou alors qu'on fasse une demi-heure d'un coup. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'on avait pratiquement les mêmes effets significatifs pour la santé. C'est un petit peu mieux, effectivement, si je fais une demi-heure d'un coup, mais déjà à partir de 3 fois 10 minutes, on a déjà de très bons bénéfices pour la santé. Et c'est ce qui va notamment être intéressant pour des patients qui peuvent avoir, par exemple, des troubles de la concentration, une grande fatigabilité, que ce soit musculaire ou cognitive, et du coup, ça va être compliqué de pouvoir maintenir un effort dans la durée. Au niveau, du coup, des recommandations, ça va être les mêmes après à partir de plus de 65 ans. C'est juste qu'on va souvent rajouter du travail d'équilibre et de souplesse, en plus du travail d'endurance et de renforcement musculaire qui sont habituellement recommandés pour l'adulte en fonction des besoins, parce que souvent, c'est qu'à partir de 65 ans, on va avoir progressivement une déclinaison de certaines capacités, notamment en termes de mobilité articulaire et d'équilibre, avec des risques de chute qui peuvent être délétères. Ensuite, vous avez donc dans la partie droite, la colonne violette, les recommandations plutôt pour la sédentarité, qui ont tendance d'ailleurs, d'après l'ONAP, ces derniers temps, à avoir un petit peu évolué, notamment pour les jeunes. Ce qu'il faut retenir, c'est que si possible, il faudrait faire moins de 7 à 8 heures au maximum dans la journée en position sédentaire, quand on le peut bien sûr. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de faire des pauses actives toutes les 1h30 à 2 heures maximum. Toutes les 1h30 à 2 heures, il faudrait que je repasse debout pendant 3 à 5 minutes et que je marche, que je fasse quelque chose pour pouvoir à nouveau revasculariser un petit peu au niveau notamment des membres inférieurs. Donc ça, c'est une chose à garder en tête, c'est que si je ne peux pas agir sur la durée totale dans la journée, je peux très bien essayer de mettre des pauses actives régulièrement. Par exemple, dans le cas de mon travail, je vais aller chercher quelque chose à la photocopieuse, chercher un verre d'eau, aller voir un collègue pour discuter de quelque chose, plutôt que de rester à mon bureau pour envoyer le mail alors que le collègue n'est pas si loin et que je peux y accéder. Ça peut être des petits tips, des petites choses qu'on peut mettre en place, par exemple, pour lutter contre cette sédentarité. Donc ça, globalement, pour passer rapidement sur les recommandations. Ensuite, au niveau des bénéfices retrouvés de façon un petit peu globale pour l'activité physique. Bon, on sait, ça va agir sur plein de choses de faire l'exercice physique. Ça va agir bien sûr au niveau moteur, même sensorimoteur, mais aussi au niveau cognitif. Par exemple, ça peut agir sur la maîtrise du corps, l'image de soi, le schéma corporel, le traitement des informations sensorielles, l'attention, la mémorisation, etc. Tout ce qui va être bien sûr travail de coordination, de la précision des gestes, la sociabilité aussi, bien sûr, parce que quand on va faire par exemple des sports collectifs ou même en relation miroir, ça va être aussi l'occasion de pouvoir rentrer en contact avec une personne. On a parlé tout à l'heure de l'autisme. On sait que ça peut être justement une des difficultés qu'ils rencontrent. Et commencer par soit du travail individuel, soit par des petits groupes ou simplement du binôme, c'est déjà une première entrée en relation avec l'autre. Et le fait de passer par un objet tiers comme un ballon ou un autre support, n'importe lequel, qui correspondent du coup aux besoins du patient peut être quelque chose qui peut amener du coup à de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Et puis ça va agir sur des choses un peu plus psychiques, on y reviendra un peu plus en détail après, mais surtout ce qui peut être diminution de l'anxiété, des états dépressifs, des choses comme ça. Diminution aussi des comportements problèmes et encore bien d'autres, comme par exemple les épilepsies, les troubles des apprentissages, mais on détaillera un petit peu plus par la suite. Et chose importante à avoir en tête, c'est que ça va aussi être intéressant, par exemple, dans le cadre de certains traitements médicamenteux, on va avoir des effets secondaires qui peuvent des fois entraîner une prise de poids ou alors au contraire d'autres complications qui peuvent être limitées, voire des fois complètement contrées par la mise en place d'exercices physiques réguliers. Au niveau du coup des pathologies mentales et des comorbidités, bon déjà pour un ordre d'idée, il faut savoir qu'avoir une pathologie mentale, on sait que c'est à peu près une diminution de l'espérance de vie de 20%. Que ça accrue le risque d'autres pathologies, comme par exemple souvent le diabète, les troubles métaboliques, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires encore autres, de l'obésité, et souvent on a des mauvaises règles hygiéno-diététiques. On va aussi avoir des conduites addictives souvent, tabagisme, alcool, produits stupéfiants. Et on peut avoir aussi du coup une certaine forme de négligence par rapport aux soins, avec souvent une mauvaise observance des traitements, tout simplement des rendez-vous, parce que parfois on peut avoir des patients qui n'ont pas toujours cette capacité de pouvoir honorer correctement le soin et qui ont besoin d'être accompagnés. La conséquence de tout ça, c'est qu'on va avoir aussi des pertes d'autonomie forcément et de discernement.
par rapport aux bénéfices du coup de l'activité physique dans le cadre plutôt des pathologies psychiatriques. Donc déjà, on va voir... Ah oui, ça affiche tout d'un coup. Du coup, on va avoir plutôt une partie déjà sur tout ce qui va être bien sûr mécanisme physiologique. C'est souvent ce qui nous vient en tête quand on parle d'activité physique. Ben, c'est la condition physique, c'est l'endurance, c'est la force, c'est la souplesse, c'est l'équilibre, etc. Mais ça va agir aussi sur d'autres choses. Bien sûr, la composition corporelle, ben, dès qu'on veut perdre du poids, souvent on se dit il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que je bouge plus. Mais aussi, par exemple, la qualité du sommeil, où ça va être important. Ça va agir aussi sur tout ce qui va être aspect plutôt cognitif, notamment par exemple sur tout ce qui va être prise de décision, planification, organisation. Quand je vais devoir préparer mon sac de sport, préparer mes affaires pour les faire ma pratique, que c'est tel jour à telle heure, c'est une organisation qui va devoir s'ancrer, qui va devoir se mettre en place. Ça va aider aussi sur tout ce qui va être capacité attentionnelle, de concentration, mais aussi du coup mémorisation. On va voir après, pour comprendre un petit peu mieux les mécanismes physiologiques qui résident derrière cela. On va avoir un meilleur contrôle aussi de l'impulsivité, souvent une meilleure, aussi de meilleures conditions sociales. Pour la partie plutôt justement sociale, on va avoir une amélioration de nos relations sociales. On va avoir souvent des diminutions des comportements à problème. Et on va avoir du coup une amélioration du respect du cadre et de la qualité de vie sur les études qui ont été retrouvées. Au niveau plutôt, on va dire, émotionnel, psychique, on va retrouver souvent une diminution de l'anxiété, des états dépressifs. Donc, je vous l'ai déjà mis un peu entre parenthèses, on y reviendra un peu plus par la suite, mais par exemple suite aux endorphines, à la sérotonine, à la dopamine qui peuvent être sécrétées. On va travailler sur tout ce qui va être image corporelle, confiance en soi, sur la régulation de l'humeur. Et puis, on va travailler aussi sur tout ce qui va être stratégie de coping. On a souvent une amélioration de ces stratégies de coping par l'utilisation de l'exercice physique. On va pouvoir améliorer ça. Et puis, ça va être intéressant aussi parce qu'on a beaucoup parlé de sensorialité. Ça va être bien parce que par l'exercice physique, on va pouvoir agir aussi sur l'aspect sensoriel. Alors pas de la même manière qu'une psychomotricienne ou qu'une ergothérapeute, on n'est pas du tout spécialisé pour le coup sur la partie sensorielle, mais malgré tout, quand on bouge, on va forcément solliciter notre système vestibulaire, notre système tactile, l'hypersensibilité, nos interactions sociales, etc. Et on va pouvoir aussi agir sur de l'apaisement avec, par exemple, des activités physiques beaucoup plus douces, comme on peut retrouver dans le yoga, le tai chi. On va pouvoir aussi utiliser le travail du souffle, notamment, qui peut être quelque chose d'intéressant. Donc ensuite, pourquoi justement il y a ces bénéfices qui ont pu être un petit peu retrouvés dans la littérature? Pourquoi quand on bouge, quand on fait de l'exercice physique, on a des choses qui s'améliorent au niveau de ces profils-là? On va accélérer. Du coup, pour les adaptations un petit peu physiologiques, donc on va avoir une amélioration notamment au niveau cérébral, de tout ce qui va être capillarisation des cellules. On va avoir une meilleure maturation de tout ce qui va être cellules nerveuses au niveau notamment de l'hippocampe par l'amélioration du débit sanguin. Et ainsi, on va avoir du coup au niveau des niveaux des neurotransmetteurs, des taux de dopamine et de sérotonine et d'endorphine qui vont être plus importants. On va avoir une augmentation aussi de tout ce qui va être neuroplasticité, plasticité cérébrale, avec tout ce qui va être angiogenèse, neurogenèse, notamment parce qu'on s'est rendu compte que par le biais de l'exercice physique, on va avoir du coup des facteurs neurotrophiques comme le BDNF ou le GDNF qui vont être davantage sécrétés, notamment au niveau du striatum. On va avoir une diminution de tout ce qui va être cortisol avec l'inhibition par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et puis, on va avoir une diminution aussi de tout ce qui va être facteur inflammatoire par la réduction des cytokines, donc interleukine 6, TNF-alpha, et puis une augmentation plutôt de la production d'interleukine 10. La spécificité des maladies rares, c'est qu'en fait, on va avoir très peu de données. Malheureusement, comme son nom l'indique, ça va être rare, donc c'est souvent peu étudié. Et l'autre complexité, c'est qu'on va avoir davantage besoin de personnalisation. On ne peut pas avoir de règles toutes faites. Déjà, sur une pathologie commune, ce n'est pas toujours évident, parce que souvent, elles vont être intégrées dans un syndrome où on va avoir d'autres pathologies associées qu'il va falloir prendre en compte. Parce que ce qui peut être bénéfique dans une activité physique pour un syndrome ou pour une symptomatologie particulière ne le sera pas forcément pour un autre. Et même entre deux patients, je pense que vous êtes confrontés souvent à ce type de problématique, c'est que pour un même syndrome, en fait, on peut avoir des manifestations totalement différentes en termes de sévérité, mais aussi en termes de symptômes à l'intérieur de ce syndrome, où ils n'ont pas forcément tout ce qui est étiqueté dans la liste qu'on peut retrouver par exemple sur le PLDS. Et puis il y a aussi le facteur évolution, c'est qu'on ne sait pas toujours comment les choses vont évoluer, plutôt dans le bon, dans le mauvais sens, donc il va falloir souvent réadapter en fonction de l'évolution qu'il y aura derrière, qu'elle soit positive ou négative. Au niveau juste des institutions ressources, parce que c'est bien beau de faire de l'activité physique, mais où je peux en retrouver? Déjà, au niveau de tout ce qui est plutôt pour la partie prise en charge, c'est-à-dire où trouver des professionnels qui peuvent en faire. Donc, il y a les dispositifs ARS qu'il faut connaître. Donc, ça, après, c'est spécifique à chaque région. Donc, nous, par exemple, on a un dispositif qui peut aider à l'orientation et la prise en charge des patients et qui a aussi un impact, par exemple, sur l'aide financière. En fonction des ARS, maintenant, elles font quasiment globalement tout ça, mais il peut y avoir des petites disparités, notamment au niveau de la prescription, donc il faut bien se renseigner à ce niveau-là. On va avoir le REPOP, qui a plutôt une spécialité sur tout ce qui va être obésité et surpoids pédiatrique simple, donc c'est-à-dire sans normalement déficience intellectuelle, choses comme ça. Malgré tout, quand on a des profils, moi j'ai par exemple une T21 que je suis,
qui est suivie par le REPOP parce qu'elle comprend quand même plutôt bien les consignes, elle n'a pas de gros troubles du comportement qui pourraient perturber sa prise en charge à ce niveau-là. Donc des fois, il faut quand même essayer malgré tout, si les patients ne remplissent pas parfaitement les cases, de les orienter vers des structures comme celle-ci parce qu'elles peuvent tout à fait trouver une personne qui se sent prête à les accueillir et à les encadrer correctement. Surtout qu'on manque souvent d'offres par rapport à la demande. Ensuite, on va avoir le monde associatif. Donc, par exemple, je vous ai mis l'association Ciel Bleu, ça c'est dans plusieurs départements en France. Vous avez le réseau sport adapté, donc là ça tombe bien, c'est un réseau qui est national et qui va concerner tout ce qui va être problème déficience psychique, déficience intellectuelle. Donc dès qu'on a un patient avec ces problématiques-là au premier plan, on va plutôt envoyer là-bas. Et par contre, si on a plutôt des problématiques au premier plan sensorielles ou moteurs, ça va être le réseau handisport. Et puis après, bien sûr, le libéral possible. Et puis sur tout ce qui va être aide financière, on va avoir notamment les mutuelles par la prescription médicale, les dispositifs ARS comme je vous l'ai dit, et le monde associatif en fonction de la pathologie qu'on a. Des fois on a plus ou moins de chance parce que si on prend la Ligue contre le cancer ou l'association par exemple de Muco, on va avoir beaucoup plus de moyens que d'autres associations un peu moins connues. Et puis on peut avoir les acteurs locaux, les mairies, les départements et le passeport qui existe à hauteur de 50 € pour les États et clubs partenaires. Prescription médicale très rapidement, sachez juste qu'aujourd'hui n'importe quel médecin peut prescrire de l'activité physique. Et puis, du coup, on peut avoir un renouvellement par les masseurs kinésithérapeutes. Sachez-le, c'est des prescriptions de 3 à 6 mois minimum. Ça se prescrit de la même façon que pour la kinésithérapie, à avoir en tête. Si vous voulez plus d'informations sur ça, vous avez tous les documents sur le site de l'ARS, il n'y a pas de souci, ou l'HAS pour aider à la prescription médicale. Je laisse pour toi. Très rapidement. Je vais essayer de faire vraiment très très vite. Pour conclure. Voilà, juste allez. simplement pour conclure par rapport à un projet qu'on a dans le service de Génopsy à Dijon, c'est de mettre en place finalement quelque chose qui fait fusionner la remédiation cognitive et l'activité physique adaptée. Donc, c'est un programme qui s'appelle Rehability Run. Je ne vais pas revenir sur la définition de la remédiation cognitive. Donc, c'est un programme qui a été développé par le C2RB. Donc, c'est le centre de référence de réhabilitation psychosociale, donc qui permet d'allier course à pied et donc remédiation cognitive au niveau notamment de tout ce qui va être fonctionnement exécutif. Voilà, donc c'est un projet qu'on a dans le service. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je pense que vous avez bien compris en quoi la course à pied pouvait aussi impacter les fonctions cognitives. Ça va comme conclusion? Ouais. Merci de votre attention. Merci beaucoup.